donner la parole donc, à Mme Béatrice Argus, qui est actuellement la secrétaire générale de la Fédération française de handball, et qui a été aussi pendant quelques lustres la présidente du club ô combien connu de l'US Nivry, c'était l'US, club que j'ai eu le plaisir d'avoir de voir dans ma jeunesse. Voilà. Donc, vous connaissez tous l'importance du handball féminin pour l'avenir du handball tout court. Donc, tout simplement, Béatrice, quelques petites questions. La femme sera-t-elle l'avenir du handball moderne? Il y a pour cela quelques raisons. Plus aventurière, plus pragmatique, mieux organisée, la gente féminine, si elle se décide à prendre les rênes des instances de notre sport, je disais donc que si elles se décidaient, les dames, à prendre les rênes des instances de notre sport, elles pourraient nous permettre d'atteindre 2024 avec espoir et confiance. Nous avons plus espoir en la femme qu'en les différentes mesures gouvernementales actuelles. Pour cela, c'est pas marqué ça. Pour cela, il faut à la fois de notre part une écoute positive des décideurs mâles en place et une présence réelle et opiniâtre des dirigeantes en devenir. J'insiste bien, tu le sais, puisque toi tu fais partie de celles qui ont des présences réelles et opiniâtres, cela ne peut se faire qu'avec ces deux qualités. Le pouvoir se prend, mais il n'est que l'antichambre des responsabilités, et on le sait tous, il est chronophage. Posséder la filière complète, là je vois les différents présidents ou responsables des clubs féminins, est souvent vital pour la pérennisation des clubs à objectifs féminins. Et pour cela, il faut des cadres adaptés et une volonté sans faille du staff dirigeant. La solution « j'accompagne ma fille » est souvent le mirage qui cache le désert. Faire confiance à la génération montante, qui est dans les tribunes actuellement, l'accompagner dans son parcours de formation est une condition incontournable pour une réussite espérée. Bouger, s'affirmer ou mourir, voilà un axiome, mesdames et messieurs, qu'il nous faut intégrer. Ceux et celles qui nous accompagnent aujourd'hui en sont convaincus. Il nous faut prêcher avec conviction et enthousiasme pour multiplier le nombre des croyants. Je voulais faire ce discours dimanche matin, mais je n'étais pas dit. Merci à vous tous, participants et intervenants de votre présence. Gage d'une volonté commune de concrétiser un handball sans distinction de sexe. Je vous rappelle quand même que 6 plus 2, cela fait 8 étoiles, presque une constellation. Merci beaucoup. Bien, merci. Presque les deux doigts d'une main en plus. Hein. Merci Armand. Merci Armand. Ça me fait très plaisir ce discours que tu fais. Bonjour messieurs, dames, tout d'abord. Je dis merci Armand parce qu'Armand, hélas, il est dans mon livre, mais pas pour la bonne... je te cite dans un mauvais exemple. Je ne te cite pas nommément puisque j'ai essayé quand même de garder l'anonymat, mais je sais qu'un certain nombre de personnes qui l'ont lu t'ont reconnu. Et pourtant aujourd'hui, je pense qu'on s'est expliqué tranquillement. Et en fait, effectivement, moi, je n'avais pas compris que c'était du second degré, ce que tu m'avais dit. Beaucoup, souvent. Oui, souvent, mais quand on ne te connaît pas, on ne peut pas le savoir. Et c'est aussi pour ça que, de ton côté, ou du côté de ceux qui parfois font des petites blagues, il faut se dire qu'en face de soi, on n'a pas forcément la personne, on n'a pas forcément les codes pour prendre ça avec humour, et que nous, on le prend, ping, en pleine face, et c'était le cas à l'époque, mais depuis, on est devenus amis, et donc tout va bien. Merci en tout cas, Armand, pour ton discours, et je sais pour tout ce que tu fais pour les femmes. Alors moi, je vais vous parler effectivement de la féminisation et du plan de féminisation à la Fédération française de handball. Mais avant d'en arriver au plan de féminisation, je vais faire un gros détour pour que vous compreniez pourquoi nous, au handball, on n'a pas fait du tout comme les autres fédérations. Je vais commencer juste par ce constat. Que vous me croyez ou pas, que vous me faites confiance ou pas, sachez, pour être quand même depuis un certain nombre d'années dans les réseaux du monde sportif en général et pas seulement du handball, notamment en tant qu'ancienne présidente du CNDS, je peux vous dire que nous sommes la fédération modèle en matière de féminisation pour toutes les autres fédérations. On est un modèle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un colloque sur la question, on est souvent cité en exemple. Je suis très souvent invitée. Sylvie Pascal Lagarigue, maintenant en tant que présidente de l'Euro, est également souvent invitée. Bref, on nous dit souvent, mais comment vous faites au handball? Et j'explique, oui, qu'on n'a pas fait du tout comme les autres fédérations, qui ont décidé d'en haut un plan de féminisation et qui ont demandé que ce plan de féminisation soit mis en place, avec ou sans moyens parfois d'ailleurs,
et c'est souvent parce qu'il y a peu de moyens que les choses ne sont pas faites. Nous, on n'a pas fait du tout de la même façon. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on n'a pas fait de la même façon et pourquoi on n'avance pas de la même manière que les autres fédérations, et j'espère que nous garderons cette singularité encore très longtemps. Parce que cette singularité, elle est conforme aussi à ce que nous sommes et à nos valeurs que nous défendons, les uns et les autres, que l'on soit entraîneur, que l'on soit dirigeant, que l'on soit arbitre, que l'on soit joueur, que l'on soit joueuse. Je crois que nous partageons un certain nombre de valeurs que d'autres sports commencent à laisser tomber. Tant pis pour elles. Alors je vais commencer donc par vous faire un petit détour pour mettre les choses en perspective. Je serai parfois un peu provocante, je m'en excuse par avance, mais parfois la provocation permet de prendre des raccourcis, de faire comprendre les choses plus rapidement. En tout cas, sachez que je vais parler avec mon cœur. Je vais parler avec mon cœur parce que c'est un sujet bien sûr qui me tient à cœur. J'ai écrit un livre sur la question. Si je l'ai écrit, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas juste pour me faire plaisir. Vous savez, moi je suis universitaire, des livres j'en ai écrit avant et j'en écrirai encore. Donc celui-là, un de plus, un de moins, c'est pas très important pour moi. Mais si je l'ai écrit, c'est parce qu'il venait de là. Si je l'ai écrit, c'est parce que j'ai considéré que nous, les femmes, en avions très certainement besoin. Si je l'ai écrit, ce n'est pas seulement pour moi. C'est aussi pour toutes celles qui ne peuvent pas parler. Soit parce qu'elles n'ont pas les mots, soit parce qu'elles n'ont pas l'espace public et les micros que je tiens aujourd'hui. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, j'ai la chance de savoir parler, de savoir écrire, donc j'en ai profité et j'ai essayé de faire avancer cette cause. Alors, je vais commencer par deux petites anecdotes qui ne sont pas issues de ma propre expérience. La première, elle date d'il y a 15 jours. Je lis ça sur les réseaux sociaux, c'est un papa qui explique qu'à la kermesse de l'école, au tir au but, donc tir au but, au pied, un papa à une petite fille de 4 ans lui dit « Tu peux te rapprocher, comme tu es une fille, rapproche-toi pour tirer. » La petite fille regarde le monsieur, elle a 4 ans, et elle lui dit « Non, non, moi je suis forte. » Elle reste à la même distance qu'un garçon, elle tape le ballon va dans le but du premier coup, elle se retourne et dit au monsieur « T'as vu ? Je suis forte. » Voilà comment, au fond, une petite fille a démonté un préjugé que l'on peut qualifier de sexiste, et je vais définir les choses après, parce que ce sont des mots, je sais, qui font peur. Elle a démontré qu'elle pouvait être aussi forte qu'un garçon si on la laissait libre de pouvoir choisir ce qu'elle a fait. La deuxième anecdote, je l'explique celle-là dans mon livre, je peux vous le dire à vous, je ne l'ai pas dit dans mon livre, mais c'est la fille de mon frère. À l'époque, elle avait 6 ans. Ils étaient en train de s'amuser, et puis à un moment donné, mon frère lui dit « Allez, maintenant c'est à toi de faire le chef. » Elle le regarde et elle fait « Mais papa, je peux pas. » Elle fait « Pourquoi tu peux pas ?»« Mais enfin papa, tu vois bien, je suis une fille. » C'est-à-dire que la petite à 6 ans, elle a déjà intériorisé dans sa tête, mais aussi très certainement dans son corps, qu'elle ne pourrait pas être chef plus tard. Qu'elle ne pourrait donc pas prendre des responsabilités. Donc elle ne va pas s'intéresser aux gens qui prennent des responsabilités, puisqu'elle sait d'avance que ça va être très compliqué pour elle d'en avoir. Donc comment voulez-vous effectivement, après, cette jeune fille, quand elle deviendra une femme, elle fasse ce qu'il faut pour prendre des responsabilités? Non, elle n'en prendra pas, forcément. Ces deux anecdotes, il y en a une qui concerne la pratique. Rapproche-toi, tu es une fille, tu n'es pas aussi forte qu'un garçon, donc rapproche-toi pour tirer. Et puis l'autre, elle concerne la gouvernance, la prise de responsabilité, soit en tant que dirigeante, soit en tant qu'entraîneur, soit en tant qu'arbitre aussi, car ce sont des responsabilités. Et quand on est arbitre, on est le chef sur le terrain. En quelque sorte, entre guillemets, même si on n'agit pas, on ne doit pas agir comme un chef. Bref, derrière ces deux anecdotes, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a bien sûr des préjugés sexistes qui sont tout simplement le résultat de ce que l'on appelle en sociologie les stéréotypes de genre, expression que vous avez certainement déjà entendue. Stéréotypes de genre. C'est rigolo parce que tout le monde dit que, tout le monde quand on voit, vous savez ce que c'est que les stéréotypes de genre? Ben oui, on sait ce que c'est, bien sûr. Et puis quand on interroge les gens, qu'on montre par exemple des images de publicité, et qu'on leur demande « Reconnaissez-vous là-dedans des stéréotypes de genre ?» Ils sont 75% à être incapables de les reconnaître. 75% des gens, en général, quand on fait des enquêtes, 75% des gens, comme vous et moi, sont incapables de reconnaître des préjugés et des stéréotypes de genre dans une publicité. Alors que pourtant, parfois, ils sont flagrants, bien évidemment. Donc, on sait ce que c'est sans vraiment savoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? Je vais revenir quand même à des choses de base. Ce sont des caractéristiques
que l'on accole à quelqu'un en fonction de son appartenance à un groupe social. Donc pour une femme, ici les femmes, parce qu'on appartient au groupe social des femmes, on va nous accoler à nous individuellement, à moi, Béatrice Barbus, des caractéristiques de femme. Celles qu'on pense, donc c'est des comportements qu'on pense que la femme doit avoir. On attend d'elle un certain type de comportement, c'est ce qu'on appelle des normes en sociologie. On attend d'une femme une norme comportementale, on attend d'elle un certain type de comportement, mais c'est valable aussi pour les hommes. On attend également aussi des hommes un certain type de comportement. Et vous commencez bien sûr à comprendre la logique. Le type de comportement qui est attendu de la part des femmes n'est pas du tout le même que celui qui est attendu de la part des hommes. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave en soi qu'on soit différent et qu'on fasse des choses différemment et qu'on soit différent même dans nos traits de personnalité. C'est pas bien grave. Mais comme je vais le dire tout à l'heure, ce qui est grave, c'est qu'on ne met pas sur le même pied d'égalité les comportements des uns et les comportements des autres. Que le comportement que l'on attend des femmes est considéré comme inférieur à celui des hommes. Je vais essayer ici de vous le démontrer. Donc, toute personne qui appartient au sexe féminin est donc assignée de se comporter comme la majorité des personnes pensent qu'elle doit se comporter en tant que femme. Et ça, c'est le genre. Vous voyez la différence entre le sexe et le genre? Je suis de sexe féminin. Et le genre, c'est le comportement qu'on attend de moi en société en fonction de mon sexe. Donc le genre, c'est un concept social. C'est ce que l'on attend de nous, hommes ou femmes, dans la société. Et le sexe, c'est ce qui nous définit, bien entendu, physiologiquement et génétiquement. Si tel est le cas, si on distingue bien le genre du sexe, c'est parce que de nombreuses personnes, dont peut-être certains ici en font partie, et j'espère que je les ferai changer d'avis, c'est parce que certaines personnes considèrent qu'il en est ainsi par nature. Que par nature, les femmes sont douces, communicantes, fragiles, maternelles, qu'elles parlent doucement, pas trop fort, qu'elles ne tapent pas du poing sur la table, mais qu'au contraire, elles essaient de dialoguer. Alors qu'on attend d'un homme tout à fait le contraire, qui parle fort, qui soit comme si, qu'il n'hésite pas. Voilà, il peut montrer du doigt, un homme peut montrer du doigt, on ne lui dira rien. Par expérience, ce que je peux vous dire, c'est que quand on est une femme, il faut éviter de montrer du doigt. Et ça, c'est pas la nature. Alors, pourtant, depuis tout le temps, on pense que c'est naturel et c'est la nature qui nous a fait ainsi. Et c'est là où le bas blesse. Je vais vous citer une... Vous avez tous entendu parler, je suis sûre, à l'école, de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui date du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, les philosophes des Lumières. Je vais être un peu ironique avec ces philosophes des Lumières parce qu'ils n'étaient que philosophes des hommes. C'était des Lumières masculines. Voilà ce que disaient d'Alembert et Diderot. La nature a mis d'un côté la force, la majesté, le courage et la raison. De l'autre, les grâces, la beauté, la finesse et le sentiment. Je pense que vous voyez où se situent l'homme et la femme, de quel côté est l'un et l'autre, bien évidemment. Et donc là, vous voyez qu'il y a une confusion totale quand on défend ce point de vue, une confusion totale entre sexe et genre. C'est ce qu'on appelle un point de vue essentialiste, que l'on oppose à un point de vue constructiviste, qui considère qu'au contraire, le genre se construit au travers de notre éducation et du mode de socialisation que l'on reçoit. Je vais aller un peu plus loin. Émile Rousseau, tout le monde connaît, Jean-Jacques Rousseau, pardon, c'est le livre dont je vais parler qui s'appelle Émile ou de l'éducation. Jean-Jacques Rousseau, tout le monde connaît, ces philosophes qui nous ont ouvert la porte de la liberté pour les hommes. Jean-Jacques Rousseau, dans Émile ou de l'éducation, un livre qu'il a écrit pour l'éducation des petits garçons et qui s'adresse donc aux garçons. Émile ou de l'éducation. Dans ce livre-là, que personne n'a lu en général, on n'en a lu que quelques extraits éventuellement au lycée ou au collège, il y a un chapitre, un dernier chapitre sur les filles, un tout petit chapitre sur les filles. Voilà ce qu'on peut y lire dans ce chapitre sur les filles. Donc là, pareil, XVIIIe siècle. Donnez sans scrupule une éducation de femme aux femmes. Faites qu'elles aiment les soins de leur sexe, qu'elles aient de la modestie. Pas qu'elles soient ambitieuses. Qu'elles sachent veiller à leur ménage et s'occuper à leur maison. Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les consoler. Leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs d'une femme dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance.
l'enfance. Alors tout ça fait qu'en effet, on nous apprend à être des femmes, à être douces, communicantes, belles, à être maternelles, alors que les hommes, on vous apprend, eh bien évidemment, à être forts, courageux, à avoir de l'ambition, à être actifs. Et alors après, tout ça fait que ça se retrouve par la suite, sans qu'on s'en rende compte. Et là, je suis contente de m'adresser à des techniciens et à quelques techniciennes. Parce que vous êtes les premiers avec les parents à construire le genre auprès des enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Et je vais vous raconter cette petite anecdote d'un prof, un instit. Tous les profs disent « Ah, mais nous, on connaît, on est formés à ça, on n'a pas besoin d'être formés aux stéréotypes. Enfin, on sait ce que c'est. L'égalité femmes-hommes, on sait ce que c'est, on le reçoit dans notre formation. » Oui, bien sûr. Un instit, il est au bord du terrain, il y a ses garçons et ses filles qui font de la gym. Ils doivent faire, je ne sais pas, un 100 mètres, un 200 mètres. Il les fait courir séparément. Les garçons d'abord, les filles après. Les garçons se mettent à courir. Lui, il est au bord de la piste, avec son chronomètre. Et il est là. Allez, arrachez-vous, allez, avance, accélère, oui, tu vas y arriver, vas-y. C'est au tour des petites filles de courir maintenant. Et là, son comportement, c'est bizarre, n'est plus le même. Soufflez bien, les filles, respirez, vous allez y arriver, tranquille. Comment voulez-vous après que, lorsqu'on entraîne des jeunes filles comme ça, comment voulez-vous après qu'elles aient la hagne, la gagne, qu'elles aient de l'ambition, qu'elles aient envie de gagner, qu'elles n'ont pas envie de souffrir? Comment voulez-vous? On leur a appris que le sport, c'était pour la détente et le bien-être. On leur a appris déjà que si elles finissaient la course, c'est déjà pas mal. On ne peut pas les renforcer mentalement, psychologiquement, physiquement, si effectivement on éduque nos enfants, nos filles et nos garçons ainsi. Parce que je parle des filles là, mais je pourrais vous parler des garçons, et certains garçons souffrent aussi qu'on les éduque ainsi. Je pourrais vous parler par exemple d'un rugbyman très célèbre, Raphaël Poulain, qui a fait des tentatives de suicide, qui a fait 6 mois d'hôpital psychiatrique, parce qu'il ne supportait plus justement ce sexisme dans le rugby, entre autres, parce qu'il ne supportait plus qu'on lui dise « t'es un champion, relève-toi, tu ne souffres pas ». Alors quand lui, intérieurement, il souffrait, alors que lui, intérieurement, il avait envie de pleurer, mais qu'il ne le pouvait pas, sinon il aurait été sur le banc de touche, sinon il aurait été considéré comme un faible, comme un fragile. Résultat des courses, il a arrêté sa carrière, alors qu'il était professionnel au Stade français, qu'il était aux portes de l'équipe de France. Il a arrêté sa carrière à 26 ans, et il est tombé en dépression. Et c'est là qu'il a fait des tentatives de suicide. Et c'est là qu'il a été obligé d'être interné. Et aujourd'hui, il fait le tour des clubs de rugby pour expliquer aux petits garçons et aux garçons qui sont en centre de formation qu'ils ont le droit d'être faibles, qu'ils ont le droit de pleurer, qu'ils ont le droit de dire « j'en peux plus ». Un garçon tout autant qu'une fille. Donc je vous parle là des filles plus principalement parce que c'est le sujet de la féminisation, mais je pourrais vous en dire autant, bien évidemment, de la part des garçons. Alors ce qui pose problème, c'est le fait qu'on attend de nous un comportement, on en attend un autre des hommes, mais que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas sur le même pied d'égalité. Et c'est ça le sexisme. Le sexisme, c'est quand on considère qu'un genre est supérieur à un autre, qu'un sexe est supérieur à un autre. Là, en l'occurrence, que tout ce qui vient des hommes a une valeur plus importante que ce qui vient des femmes. Que tout ce qui est fait par un homme est plus valorisant et plus valorisé que ce qui est fait par une femme. C'est tellement vrai qu'à la Fédération française de judo, dans les années 80, on tirait au sort pour savoir qui allait entraîner l'équipe nationale de judo féminine. On tirait au sort. On tirait au sort parce qu'il n'y avait aucun mec qui voulait y aller. Ben non, c'est dévalorisant d'entraîner des meufs, enfin. Et dans certaines fédérations, on n'en est pas loin, vous savez. Alors, maintenant que c'est un peu plus médiatisé, on le voit au foot. Ah, là, même des anciens professionnels mecs commencent à y venir chez les filles. Et tant mieux, parce que ce qui va aussi donner de la valeur, c'est ça aussi qui va donner de la valeur à ce qu'elles font, bien évidemment. Bref. Et alors, le sport dans tout ça? Le sport dans tout ça, hélas, c'est une activité physique et sportive, et vous le savez, depuis l'Antiquité, très certainement, en tout cas j'espère que vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, c'est une activité qui a été faite par les hommes, pour qu'ils apprennent à être des hommes et surtout à le rester. C'était une activité qui, pendant l'Antiquité, le Moyen-Âge et puis au XXe siècle,
qui servait à préparer essentiellement les hommes à la guerre. C'était aussi une activité qui leur permettait de leur donner de la force, du courage, mais aussi, dans l'Antiquité grecque notamment, un corps beau. Il y avait l'aspect esthétique qu'on a perdu, nous, en revanche, au XXe siècle. Donc le sport, il a été fait pour vous, messieurs. Il n'a pas été fait pour nous. Donc effectivement, de manière tout à fait logique, dans une société hyper sexiste, où en plus c'est une activité qui n'a été faite que pour les hommes, eh ben on a une difficulté supplémentaire, bien évidemment, à avoir notre place. Et là, je vais, pour ceux qui sont encore peut-être dans le doute, voilà, j'ai mis à partir de, mais ça ne fonctionne pas. Alors, attendez. Voilà, j'ai trouvé. C'est un cerveau aussi, une femme, vous voyez. C'est bon. Alors, on va commencer par... Je vais vous faire une petite démonstration très simple. Puisque le sport n'était pas fait pour nous, eh ben on a dû se battre pour pouvoir en faire, pour avoir le droit d'en faire. Souvent, je vous pose cette question. Bon, là, vous avez très chaud. Je suis sûre qu'il y a des gens qui connaissent la réponse maintenant, puisqu'on parle de plus en plus d'elle. Mais je vais la poser quand même. Dès qu'il s'agit de savoir qui a rénové les Jeux Olympiques, tout le monde sait qui c'est. Grâce à qui nous avons les Jeux Olympiques dans le monde? Pierre de Coubertin. Maintenant, la question est simple. Pierre de Coubertin, tout le monde le connaît. Il a une statue à la maison olympique. Son nom est dans le dictionnaire. Bref, Pierre de Coubertin, tout le monde le connaît. Maintenant, je vous pose la même question. Grâce à qui les femmes ont le droit de participer aux Jeux Olympiques? Et y a-t-il quelqu'un qui connaît? Quand même, une personne qui sache. Non, Muriel et Odile, vous vous taisez, vous savez que normalement vous savez. Personne ne le sait? Alors, heureusement, vous le saurez l'année prochaine parce qu'on va lui rendre un très bel hommage. J'assiste depuis 2 ans auprès de Denis Masseglia pour qu'elle soit présente à la maison olympique du sport français. Et grâce au lobbying que l'on fait depuis 2 ans avec un certain nombre de personnes, j'ai réussi enfin à le faire craquer. Et le 23 juin 2019, nous inaugurerons pour cette grande dame que personne ne connaît, qui n'est pas dans le dictionnaire, qui est morte dans l'anonymat et qui n'a même pas de pierre tombale, Alice Mia, grâce à qui donc nous avons le droit de faire les Jeux Olympiques en 1928. C'est la date à laquelle nous avons pu officiellement faire les Jeux Olympiques, notamment l'athlétisme. Vous la voyez ici au Comité international olympique, à côté de ces messieurs qui faisaient partie du Comité olympique. Elle est là, juste à gauche. C'est une femme qui est institutrice, qui a vécu un peu en Angleterre. Et en Angleterre, les femmes, un peu plus qu'en France, faisaient du sport. Les bourgeoises, celles qui venaient de l'aristocratie. Et vous voyez, on la voit en haut faire de l'aviron, donc elle a fait un certain nombre de sports. Et elle a vite compris que le sport pouvait être très utile aussi pour les femmes, en matière de santé, en matière de renforcement psychologique, etc. Alice Mia. Donc, ça fait partie des femmes qui se sont battues pour que nous ayons simplement le droit de pratiquer du sport. Dernière petite anecdote sur cette question, parce qu'on part de loin quand même. Je voudrais que vous vous en rendiez compte. Vraiment, je voudrais que vous vous rendiez compte à quel point on part de loin, nous les femmes, et particulièrement en France. En 1928, nous avons le droit donc de participer à l'athlétisme, pour la première fois. Et donc, on a le droit de faire notamment du 800 mètres, qui est considéré comme une course longue distance, le 800 mètres. C'est 2 tours de stade. Les femmes prennent le départ. À l'arrivée, elles arrivent, elles cassent comme ça et elles tombent par terre, comme lorsque vous avez tout donné, comme on le voit très souvent aux Jeux Olympiques. Les journaux titrent le lendemain, vous voyez, elles sont trop fragiles pour faire le 800 mètres. Elles s'écroulent à l'arrivée, elles n'ont plus assez de force. Jusqu'en 1964, nous n'aurons plus le droit de courir le 800 mètres en compétition officielle. Pour cette raison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le 800 mètres, en 1928, il est aussi couru par les hommes. Les hommes courent le 800 mètres. Et à l'arrivée, ils finissent comme les femmes. Forcément, il y en a qui se jettent. C'est humain, au-delà du sexe et du genre. Et là, les journaux titrent le lendemain, regardez, ces héros, ils ont été jusqu'au bout d'eux-mêmes. D'un côté, nous sommes trop fragiles, parce que nous sommes des femmes, et de l'autre côté, la même chose, parce que ce sont des hommes, ce sont des héros. 2 poids, 2 mesures. Eux continueront à avoir le droit de faire le 800 mètres. Nous, il faudra que l'on attende 1964 pour pouvoir courir le 800 mètres. Mais attendez, encore un peu d'histoire.
Vous connaissez ce fameux dossard 261? Vous connaissez Catherine Switzer? Catherine Switzer, c'est tout simplement la femme grâce à qui nous avons le droit de faire des marathons. Catherine Switzer, en 1967, elle court ce marathon de Boston alors que c'est interdit pour les femmes. 1967, c'est interdit pour les femmes de faire de marathon. Elle décide de le faire quand même, mais elle s'inscrit sous un nom d'homme. Elle ne donne pas son vrai prénom. Elle part avec une capuche pour cacher ses cheveux. Elle est avec son compagnon et son kiné. Et puis, à quelques kilomètres de l'arrivée, elle a la capuche parce qu'elle avait chaud. L'organisateur que vous voyez ici s'aperçoit que c'est une femme et donc veut l'arrêter à quelques kilomètres de l'arrivée parce qu'elle n'a pas le droit de courir le marathon. Les gens qui sont autour d'elle, son mari et son kiné et ses amis, vont empêcher l'organisateur de l'arrêter et elle finira le marathon. Aujourd'hui, elle a 72 ans, Catherine Switzer. Depuis cette date, elle a créé des marathons spécifiquement féminins. Et aujourd'hui, nous avons le droit, vous le savez, de courir le marathon sans aucun souci, mélangé même avec les garçons. Catherine Switzer, 72 ans, elle a fait le marathon de Boston cette année en 4 heures à peu près 29 minutes. Une grande dame, à qui on doit beaucoup, en tout cas nous les femmes, dans le sport. Dernier exemple d'histoire, mais celle-là vous la connaissez, j'en suis sûre, Billie Jean King, grâce à qui les femmes au tennis peuvent gagner de l'argent en faisant du tennis. Donc c'est dans ce fameux film que je vous conseille de voir, qui est excellent et qui est vraiment très conforme à la réalité, The Battle of the Sexes, donc la bataille des sexes. C'est ce fameux match, vous en avez entendu parler, où il y avait un enjeu de je ne sais plus combien de milliers de dollars, je ne me rappelle plus de la somme, et c'était Smith qui voulait combattre contre Billie Jean King, et ils ont fait un match homme contre femme, et elle a gagné largement. Bon, lui, il avait plus de 50 ans, elle était en pleine activité, donc il y avait quand même un petit décalage physique, mais elle a gagné. Alors certains ont dit après, les mauvaises langues, que c'était truqué, qu'il l'avait laissé gagner, peu importe. Grâce à elle, aujourd'hui, les femmes peuvent faire du tennis comme elles veulent, mais surtout de manière professionnelle. Billie Jean King est encore une femme aujourd'hui qui se bat pour l'égalité des hommes et des femmes dans le sport, et pas seulement dans le tennis. Voilà un peu d'histoire pour vous montrer simplement que les barrières à l'entrée, il a fallu les casser, il a fallu les faire tomber, et que ce sont des femmes, grâce à des hommes qui les ont aidées parfois, qu'on a réussi à les faire tomber. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la chance vraiment de dire, partout où je passe depuis 2 ans, aujourd'hui, en France, plus aucun sport n'est interdit pour les femmes. Nous pouvons pratiquer tous les sports que nous souhaitons, y compris jusqu'aux Jeux Olympiques. Le dernier en date, la boxe, et c'est en 2012 qu'officiellement nous avons été autorisés de faire de la boxe aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, plus aucun sport ne nous est interdit. Et on est en 2018, et il a fallu attendre les années 2010 pour ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, messieurs. Il a fallu attendre les années 2010 pour que nous, les femmes, nous soyons autorisées à faire tous les sports que nous souhaitons. Donc on part de loin. Et c'est normal et donc logique que le sexisme se manifeste différemment. Là, je vais passer en revue les différentes manifestations du sexisme, dans le sport en général. Je vais passer vite parce que certains pourraient espérer que c'est un club de la région en plus. C'est un courrier, mais quand j'en reçois plein, d'un monsieur. C'est un courrier d'un monsieur qui me dit, il y a quelques années, c'est pas maintenant, je vous le dis tout de suite, il y a 3-4 ans, d'un monsieur qui m'explique, qui est peut-être dans la salle d'ailleurs, qui m'explique qu'il va quitter le club parce que on veut mettre tous sur une équipe masculine qui évolue à 1 niveau ou 2 niveaux inférieurs qu'une équipe féminine qui évolue en national. Mais les dirigeants d'aujourd'hui ont décidé de mettre tout sur les hommes et rien sur les filles, alors que les filles évoluent à plus haut niveau. Et ça, on le voit tous les jours, dans tous les sports, où on donne effectivement la priorité aux filles, alors qu'elles sont à un niveau supérieur aux garçons. On le voit tous les jours. Nantes, regardez Nantes, je vais citer la métropole de Nantes. J'ai pas honte de le citer, je l'ai mis dans les réseaux, ils se sont fait allumer partout. Nantes, la métropole de Nantes, vous avez une équipe de handball féminine qui doit jouer, je crois, sa demi-finale, des play-offs, c'était la demi-finale, des play-offs, qui a la possibilité de le jouer dans la grande salle de Nantes. Parce que l'équipe de Nantes masculine joue à l'extérieur, c'est un match de Ligue des Champions, je crois, à ce moment-là. Eh bien non, on leur dit non. Vous irez jouer dans le petit gymnase. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'on va y faire jouer en même temps les moins de 18 garçons, enfin. Et que vous, votre demi-finale de play-off de LFH, on s'en fout. Voilà comment une équipe féminine de plus haut niveau national, se retrouve à jouer dans un petit gymnase quand une équipe de garçons moins de 18 joue dans la belle salle. Ça, on le voit, mais dans tous les sports.
Ça, c'est du sexisme, effectivement, parce qu'on considère, vous le voyez, qu'une équipe a moins de valeur qu'une autre. Alors qu'objectivement parlant, en termes de niveau objectif sportif, c'est l'inverse. Autre manifestation du sexisme, il y a des diapos que je ne vais pas les commenter, parce que je crois qu'elles sont assez parlantes, notamment celle-ci. Oui, j'ai entendu, vous ne voyez pas. Bon, c'est les stades de foot, là. Ici, il y a marqué, il y a un homme qui est symbolisé, marqué stade. Là, il y a une femme qui est symbolisée, il y a une flèche comme ça, marqué cuisine. C'est à Lyon. Là, c'est à Marseille. Margaret, retourne à ton métier, femme au foyer, casse-toi. C'est clair? Margaret, c'était l'ancienne présidente de l'OM. D'accord? Non, on pouvait considérer qu'elle se casse, mais pas pour le fait qu'elle soit une femme. Pour autre chose, que le truc était mal géré, je veux bien. Mais là, c'est très clair qu'on attribue le fait qu'elle doit partir à son sexe. On continue? Les affiches. Ah, les affiches. Donc là, vous avez pas mal d'affiches du handball. Ah, ça parce qu'on était un très mauvais exemple jusqu'à ces dernières années. Je vais particulièrement insister sur celle-ci. Ah, celle-ci, juste pour parenthèse, elle a été décidée et faite par des femmes. Comme je dis souvent, le sexisme, c'est pas les hommes qui sont sexistes, ils égalisent des femmes, ça marche pas comme ça. Le sexisme, ça marche dans les deux sens. Une femme peut être sexiste à l'égard d'une femme. Hein. Une femme peut être sexiste à l'égard d'un homme. Et inversement, bien sûr. Donc là, bah, c'est des femmes. Et là aussi, et là, vous savez quoi? Celle-ci. Je ne sais pas à quoi vous fait penser cette jeune femme. Est-ce qu'elle vous fait penser à une handballeuse? Sincèrement. Sincèrement. Elle vous fait penser à une handballeuse? Non, hein, on est bien d'accord. Moi, elle me fait penser à autre chose, mais je ne vais pas le dire ici, mais je crois qu'on pense à la même chose. Cette affiche, elle a été faite par des jeunes. Des jeunes hommes et des jeunes femmes. C'est-à-dire que là, vous vous dites, la jeune fille, elle a cette image-là d'elle-même, à 15-16 ans. Talon aiguille, contre un mur. Ouais, c'est pas un mur, ok, d'accord. Allez, je veux bien. C'est pas un mur, ouais. Et cette affiche, elle a été réutilisée cette année, pas dans votre ligue, ailleurs. Et la dame, j'ai réussi à savoir qui c'est qui l'avait mise en route à nouveau, et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous a pris de réutiliser cette affiche? Elle fait, on n'avait pas le temps, c'est bon. D'accord. Ok. Moi, personnellement, hein, je vous le dis, hein, j'aimerais pas que ma petite fille ait cette image-là de la femme. J'aimerais vraiment pas qu'elle se perçoive ainsi. Mais vraiment pas. Je préfère qu'elle se perçoive comme une guerrière qui a envie de se battre dans la vie pour y arriver, au même titre qu'un homme. Bon, les talons aiguilles. Alors, il y a quand même un point commun dans toutes ces... Je vais vous en donner d'autres, regardez. Parce qu'il n'y a pas que le handball. Hein. Il y a le basket. Le basket aussi, c'est des spécialistes. Mais ils ont arrêté également le basket. Ils ont compris depuis un an ou deux que c'est pas vendeur. Le basket et là, le cyclisme. Ah, le cyclisme. Alors celle-là, vous voyez, on a fait tellement de buzz qu'elle a été retirée. On a réussi à la faire retirer avant la course. Une femme avec des... Pour une course cycliste, hein, internationale. Hein. Quel rapport avec la course cycliste internationale, vous le savez, vous, moi pas, je ne sais pas. Vous pouvez remarquer que dans toutes ces affiches, regardez, ça c'est des choses que normalement vous ne voyez pas parce que quand on les voit une par une, on ne s'en rend pas compte. Je vous les repasse, regardez bien. Elles ont toutes un point commun. À aucun moment, vous ne voyez la femme entièrement, de face. Souvent, les affiches de femmes sont dépersonnalisées. On ne voit pas le visage et on est très rarement de face. Si vous mettez quelqu'un de face comme ça, vous voyez, si je me mets comme ça fait quelqu'un solide, actif. Rappelez-vous, nous devons être gracieuses. Et donc, on met différemment, y compris les mains. Et tout ça, vous voyez, reproduit. Ça, c'est de l'inconscient. On ne s'en rend pas compte. Mais quand on décrypte, quand on fait de l'iconographie, quand on décrypte les images une à une, qu'on les met l'une à côté de l'autre, on a ce résultat. Alors que les affiches d'hommes, c'est pas du tout pareil. Mais pas du tout pareil. Voilà pourquoi notre affiche de l'Euro 2018 que vous voyez ici, nous l'avons voulu totalement à l'opposé de celle que vous venez de voir. Nous souhaitions voir les femmes en action sportive.
Nous souhaitions voir nos handballeuses en train de tirer ou en train de faire un geste de gagnante. On voulait les voir aussi de face, ces femmes. Parce qu'on ne doit pas les juger sur leur beauté subjective, mais on doit les juger sur ce qu'elles ont fait, sur leur performance, sur les efforts qu'elles font pour parvenir à être, comme elles l'ont fait le 17 décembre 2017, championnes du monde. Mais pour être championne du monde, et vous le savez bien, faut pas se la faire comme ça. Non, il faut être une vraie guerrière. Après, une fois qu'on est sorti du terrain, on peut être comme on veut, c'est pas un souci. On peut avoir plusieurs visages, c'est pas un problème dans la vie. Mais quand on veut être une gagnante, quand on veut devenir championne du monde ou championne d'Europe, je suis désolé, on n'a pas le temps de mettre les talons aiguilles sur le terrain. On n'a pas le temps. Donc tout ça, vous voyez, c'est des choses qu'il faut changer. Alors nous, au handball, on a compris. Pardon, j'ai été un peu trop vite. Vous avez les annonceurs aussi. Ah, les annonceurs. Ah, celle-là, je l'aime bien, celle-là. Je vais vous la lire. Rien n'est plus beau que l'esprit d'équipe. Société Générale. Rien n'est plus beau que l'esprit d'équipe. Vous avez des hommes à toute génération, le petit-fils, le grand-père, tout le monde sur le terrain. Rien n'est plus beau que l'esprit d'équipe, mesdames. Vous avez de la petite fille jusqu'à la grand-mère pour faire les sandwichs et les gâteaux. Chacun son rôle, chacun son statut, chacun sa place. Et surtout, ne nous mélangeons pas. Je ne commande pas à celui des soldes, car tous les 8 mars, on y a droit. Ça fait rire tout le monde encore aujourd'hui. Moi, je ne sais pas, je ne dois pas être une femme parce que je ne connais pas les soldes. Hein. Pas le temps de les faire. Mais bon. Ah, une témoignage, autre manifestation du sexisme. Témoignage de Sabrine Delannoy. Sabrine Delannoy, je pense qu'ici 95% ne savent pas qui elle est. Internationale de football. Voilà ce qu'elle tweet il y a quelques temps. Un homme m'a dit que je devais faire des photos en bikini pour promouvoir mon sport et trouver des sponsors. Et elle est devenue féministe depuis parce qu'elle a compris que bien souvent, ce que je ne vous ai pas dit sur les affiches que vous avez vues, non seulement on ne montre pas notre visage, non seulement on est dépersonnalisé, mais on montre surtout notre corps. À savoir nos seins, vous l'avez vu, nos fesses, nos jambes. Ah, ça y va. Et une sportive, à chaque fois qu'elle réussit, je peux vous dire que les premières demandes de sponsors qu'elle a, c'est ce type de demande. Il faut se déshabiller. Si vous ne vous déshabillez pas, vous ne verrez pas de sponsor. Il y en a qui tombent dans la tentation, je ne sais pas comment le dire, puis il y en a qui refusent. Et celle-là, vous n'en entendez plus parler. Comme Lucie d'Écosse. Lucie d'Écosse, championne olympique, championne du monde. Double, triple championne du monde de judo. Vous n'en entendez plus parler, parce que Lucie d'Écosse a refusé. A refusé de poser quasiment nue. Donc elle a perdu ses sponsors, mais c'est pas grave. Elle est elle-même et elle est surtout libre d'être ce qu'elle souhaite et de ce qu'elle veut. Bien sûr, elle est obligée de travailler un peu plus que d'autres, du coup, pour pouvoir gagner sa vie. Alors, tout ça fait que, aujourd'hui, voilà les chiffres. Donc là, c'est dans tout le sport. Je vous les donnerai pour le handball tout à l'heure. Je veux vraiment que vous vous rendiez compte d'où on part. Les investissements qui sont faits dans le sport en France, les investissements privés, donc ce qu'on appelle le sponsoring, 3% vont vers le sport féminin. Donc ça veut dire que 97% vont chez les hommes. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que sur ces 97%, il y en a une partie, 15%, où c'est pour les deux, dans des sports où il n'y a pas de séparation. Mais plus de 80% des investissements privés en France vont dans le sport masculin quand ils vont dans le sport. Voilà pourquoi nous galérons, y compris pour l'euro féminin. C'est pour ça que nous galérons en LFH, Perrine, à trouver des sponsors. Ben oui, vous galérez. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises françaises, c'est très clair, elles ont choisi leur camp. Ça ne veut pas dire qu'elles l'ont choisi définitivement. On va les faire changer d'avis, bien sûr, au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, c'est la situation. L'exposition télévisuelle, la médiatisation qui est extrêmement importante, parce que vous savez comme moi que si on n'est pas médiatisé, c'est compliqué de trouver des sponsors. Médiatisation, 20% à peu près, c'est du sport féminin, 80% du sport masculin. Alors certains disent, ouais, mais bon, ça ne nous intéresse pas quand ça passe à la télé. Je ne l'ai pas fait ici, sinon je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais si vous regardez les audiences, il y en a quasiment pour la plupart des compétitions autant que pour des compétitions masculines.
Quand les filles font la finale des championnats du monde, il y a un pic à 6 millions. Et plus de 4 800 000, 4 900 000 pendant tout le match de téléspectateurs. Le Tour de France, vous savez combien c'est en France de téléspectateurs? Une étape de Tour de France, de montagne, c'est 3-4 millions, pas plus. Pas plus. En France, je parle, hein. Pas plus. Donc on est au-dessus, nous, quand on est dans les finales. Quand il y a des matchs en jeu, quand les gens sont habitués à regarder, ils regardent le sport féminin sans aucun souci. Et simplement, il faut en mettre. Et ce n'est pas le cas. Si on parle des licenciés, 37, sportifs de haut niveau, 36%, présidente de fédération, 12% de femmes présidentes des fédérations et une seule d'une fédération olympique, Madame Isabelle Lamour. Et encore, c'est pas n'importe qui. Elle a un nom. Fédération olympique, une femme. Mais un jour, peut-être, ça changera. Élu fédéral, 22,8% de femmes, donc 88% d'hommes. Présidente de club, Sportco, élite, donc toutes les nationales, toutes les D1, tous sports collectifs confondus, hommes et femmes confondus, 8%. Bon, ça peut varier d'un ou deux points en fonction des saisons. Mais moins de 10% de femmes président des clubs d'élite. C'est pas pour me mettre en avant, mais à l'époque, quand je présidais effectivement Ivry, pas la première année, parce que la première année, contrairement à ce que disent plein de gens, je vais rectifier la vérité, là on est entre nous, c'est pas moi la première femme présidente d'un club masculin professionnel. C'est Armelle Refait, de Ponto-Combo. Armelle Refait était déjà présidente quand j'étais présidente d'Ivry. Mais en revanche, comme ils sont descendus après, l'année d'après, je me suis retrouvée effectivement en 2008 la seule femme présidente d'un club professionnel masculin. Tous sports collectifs confondus en France. Football, rugby, basket, handball. Vous savez combien on était en Europe à ce moment-là? 4. 3 en foot, 1 au handball. Et les 3 de foot, dedans, il y avait la fille de... Ah, comment elle s'appelle? À la Roma, là-bas. Je ne sais plus qui est le propriétaire de la Roma. Bref. 8%. Dans les femmes présidentes de club, nous au handball, je vous le dirai tout à l'heure, on est à peu près 20%. Vous êtes 20% de femmes présidentes de club. 80% sont des hommes. Arbitre de haut niveau, on est à 17% à peine, 17,50. Arbitre, tout niveau confondu, 26% de femmes sont arbitres. 26% d'arbitres sont des femmes. CTS, qui concerne un certain nombre d'entre vous, 26% sont des femmes. Entraîneur national, on est à peine à la barre des 11%, des 10%. Et DTN, des 11%. Sur les DTN, vous voulez que je vous dise quelque chose? Sur les dernières années, les 2-3 dernières années, on a nommé plus de femmes DTN que dans les 50 dernières années. Ça vous dit le chemin encore qui reste à faire, mais que nous avons fait. Alors pour changer la donne, a été mis en place des plans de féminisation. J'y arrive. Comprenez un peu le cheminement maintenant et la priorité et l'urgence qu'il a fallu à mettre en place des plans de féminisation. Donc obligatoire en 2012. Et je vais vous faire un aveu. Je ne devrais pas, parce que surtout en présence des présidents de ligue. Je vais vous faire un aveu parce qu'aujourd'hui, les plans de féminisation ne sont plus obligatoires. Depuis la nomination de Laura Flessel, ministre des Sports, les plans de féminisation ne sont plus obligatoires. Comme je le lui ai fait savoir à elle et à son cabinet, c'est une énorme connerie. Autrement dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, une fédération, si elle ne veut plus féminiser, mettre 1 centime, elle peut. Ce n'est pas la voie que nous avons choisie à la Fédération française de handball. Nous avons décidé de continuer. Surtout au moment où ça commence à prendre, où les choses commencent à créer une dynamique intéressante. Donc, des plans de féminisation ont été mis en place. Des actions de com aussi ont été mises en place. Vous voyez ici, les 24 heures du sport féminin, mis en place par Christine Kelly, qui sont devenues ensuite les 4 saisons du sport féminin, et qui maintenant, sous Laura Flessel, vous savez, chaque ministre aime bien mettre sa sauce, sont devenues, je ne sais même plus ce que c'est devenu, toutes sportives ou toutes sport, je ne sais plus ce que c'est devenu. Bref, pendant un week-end, on passe du sport à la télévision et sur les radios. Des campagnes de com par le ministère. Tous les samedis, maman, elle fait ses courses, mais pas celles que l'on attend traditionnellement. Donc une grande campagne de com qui a été faite en 2015, 16 et 17. Il y a des magazines également qui sont sortis, et j'espère ici, en tout cas nous à la Fédération, on est abonnés aux 2.
Et vous avez ici notamment, avec une petite préférence pour ma part pour les Sportive Mag, puisque c'était une jeune fille de 27 ans qui a monté ce magazine toute seule. Elle trouvait que dans les médias, il n'y avait pas assez de sport féminin. Elle s'est dit, ben, moi je vais créer mon média. Et elle a créé ce magazine qui marche relativement bien, même si elle a du mal pour trouver des gens qui l'aident. Des actions de sensibilisation, comme je suis en train de faire, des colloques, des tables rondes. Moi, j'ai fait des milliers de kilomètres en 2 ans, et je ne suis pas la seule. On a fait des campagnes de sensibilisation pour des villes, pour des clubs, pour des ligues, pour des fédés. Moi, j'étais à la fédération de foot, de rugby, de triathlon, de boxe, de savate. Voilà, on fait à peu près de cyclisme. On fait à peu près toutes les fédés. On fait des actions de sensibilisation comme ça. Des ouvrages aussi qui sont sortis, dont le mien, bien évidemment, mais d'autres qui sont sortis sur ces thématiques. C'est des ouvrages qui sont sortis les 2 dernières années, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc aujourd'hui, on commence à écrire sur le sport au féminin. Et puis, ben, le résultat, il est qu'on voit des choses qu'on n'a jamais vues dans l'histoire. Bon, je suis sûr que vous ne savez pas qui sont ces dames. Non, hein. Bon, celle-là, je ne me souviens plus trop de son nom, Yann Kelevitch, je crois. Première femme, comme vous le voyez, à être coach assistante d'une équipe de football américain. Masculine. Hein. Et puis là, vous avez, voilà, là c'est The grande dame, là c'est The coach. Quelqu'un la connaît? Becky Hammon. Becky Hammon, qui est la première coach assistante de Greg Popovich, le meilleur entraîneur de basket de NBA, l'homme à 10 bagues. Greg Popovich l'a prise comme manager assistante. Il lui a laissé la responsabilité de son équipe pour la compétition d'été l'année dernière et elle a gagné avec l'UCLA, elle a gagné avec Los Angeles. Et aujourd'hui, elle est en passe de devenir la première fois à avoir une équipe à elle toute seule, head coach, coach principal d'une équipe de NBA. Donc les Américains sont beaucoup plus en avance que nous. Nous avons Corinne Diacre. Vous connaissez Corinne Diacre? Première fois qu'une femme entraîne une équipe masculine de football professionnelle, c'était Clermont, et aujourd'hui elle est la sélectionneur de l'équipe de France. Des premières fois, et là, j'ai pas fait, c'est pas par hasard, hein, c'est objectif ce que je vous dis là. Là, c'est le foot encore. Mais le foot, il partait de tellement loin en même temps. Le foot, alors vous avez ici Nathalie Yanetta qui est devenue le bras droit du président actuel de l'UEFA, mais qui n'en fait plus partie maintenant, il y est resté qu'un an. Vous avez Brigitte Henriquez qui est vice-présidente de la Fédération française de foot. Et vous avez ici, vous connaissez? Qui regarde le foot masculin à la télé ici? Personne! Arrêtez, là, je ne veux pas le croire. Qui regarde le foot, s'il vous plaît, masculin à la télé? Ouais, ça va un peu quand même. Et bien cette dame, c'est la présidente de la LFP, de la Ligue de football professionnel, Nathalie Bois de la Tour, effectivement, qui a été élue, hein, pas nommée, qui a été élue, grâce beaucoup à l'aide de Jean-Michel Aulas, qui a beaucoup fait pour les femmes. Mais c'est une femme qui dirige la LFP, et je peux vous dire que c'est une femme qui a beaucoup de compétences. Ces images-là, elles datent de Rio, pour celle d'en haut, et celle d'en bas, elle date d'il y a là. On nous a expliqué qu'on n'avait pas le droit de courir quand on était enceinte. On nous a expliqué qu'on n'avait pas le droit de faire ceci parce que ça nous allait enlever notre capacité de devenir mère. On nous a dit qu'il ne faut pas faire du sang hauteur parce que ça a une baisse d'organes. On nous a... Et regardez aujourd'hui, tous les médecins reviennent sur ce que les médecins d'antan disaient. Aujourd'hui, vous êtes enceinte, vous pouvez courir. Non seulement vous pouvez courir, mais vous pouvez reprendre une activité de haute compétition après, comme c'est le cas pour Mélina Robert-Michon, comme ça a été le cas pour d'autres femmes dans le passé. Maryse Edvan-Chépé il y a 50 ans. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de sportifs qui n'hésitent plus à faire un bébé pendant leur carrière. Au handball, on a Camille Aiglon. Elle a eu un bébé, ça ne l'a pas empêché de revenir. On a eu également, comment elle s'appelait, qui a arrêté la pivot. Qui est à Metz, aidez-moi. Voilà, Nina Canto également. Hein. Donc voilà, on peut très bien... Il y a Laura aussi, hein, qui vient de faire un bébé, qui reviendra à la très haute compétition, qui est déjà revenue. Voilà, aujourd'hui, les femmes ont compris qu'elles peuvent, même pendant une carrière sportive, avoir un bébé et reprendre après. Ça ne nous empêche plus du tout d'arrêter les choses. Voilà, ça c'est des photos personnelles, vous voyez, c'est des choses que je n'aurais pas vues il y a 10 ans. Ça, vous ne l'auriez pas vu il y a 10 ans. Regardez, une petite fille qui a la panoplie complète de handball, de football, pardon. Les chaussures, les chaussettes, le maillot, tout. Elle, c'est le rugby. Là, c'est une course cross. Donc elles sont noires, elles en avouent partout.
Là, c'est du VTT avec Julie Bresset, la nouvelle championne qui a gagné la Coupe de France avant-hier. La petite fille, elle fait du VTT, elle s'en fout, elle n'a pas peur d'être salie. C'est ce qu'on appelle des badass en anglais. Les badass, c'est des filles qui ont peur de rien et qui sont capables de faire du skateboard avec une robe de princesse, toute déchirée parce qu'elles se sont cassées la figure plusieurs fois. C'est pas grave, on peut être princesse et skateuse, c'est pas un souci. Hein. On peut faire les deux à la fois. Alors, on revient au handball. Si on m'avait dit un jour que des handballeuses allaient faire l'ouverture d'un match d'une équipe professionnelle de football masculine, sincèrement, je ne l'aurais jamais cru. C'est arrivé grâce à nos championnes du monde, c'est arrivé en janvier. Elles ont fait ici, vous voyez nos deux Nantaises, elles ont fait l'ouverture d'un match de l'équipe de Nantes de football. Donc déjà, ça en dit beaucoup sur la place que prend notre sport, le handball, mais aussi, notamment ici, en l'occurrence, le handball au féminin. Et là, vous avez l'écran géant qui a été passé à Nantes pendant ce match. Championne du monde 2017. Ça tape quand même. Dans un stade de foot. Ah, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Vous voyez que les choses changent et c'est tant mieux. Et là, on en vient à l'essentiel, l'Euro 2018. Effectivement, les événements sportifs, les grands événements sportifs internationaux, comme un championnat d'Europe, comme un championnat du monde, ou comme les Jeux Olympiques, ce sont des outils qui servent à développer encore plus le sport au niveau des femmes, qui servent à féminiser le sport. Parce que c'est pendant un moment, on le voit aujourd'hui avec le foot, on le voit aussi avec le handball, on le voit avec le foot, avec la championne du monde U20. D'ailleurs, les filles vont jouer leur place de 3-4, là, les U20 de foot, dans une heure. Elles ont l'année prochaine l'organisation de leur Coupe du monde de football également en France. Et nous avons entre-temps l'Euro 2018. Et incontestablement, on voit bien que, et pour être ancienne présidente du CNDS, je peux vous le dire, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un grand événement sportif international, si c'est un événement sportif masculin ou féminin, ça engendre plus de licences après. Ça fait des gens beaucoup plus sportifs. Bref, en ce qui nous concerne, ces filles-là, nos handballeuses, eh bien oui, elles deviennent aujourd'hui des rôle models, ce qu'on appelle en sociologie. Des modèles pour les autres femmes, qui vont peut-être avoir l'idée de soit d'aller faire du handball, soit n'oubliez jamais une chose, messieurs. La plupart du temps, dans le foyer, qui prescrit telle activité? Souvent, ce sont les femmes qui sont prescriptrices. Donc, si on arrive à intéresser une femme à notre sport, non seulement cette femme peut venir à notre sport en tant que joueuse, que dirigeante, mais elle peut aussi y amener ses enfants. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'en effet, aujourd'hui, il est très clair, mesdames et messieurs, moi j'ai envie de terminer par ça avant de vous parler du plan de féminisation pour de bon. Le sport, c'est d'abord une activité humaine, une expérience humaine qui doit être partagée par toute l'espèce humaine, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et comme je le dis souvent, on n'aurait jamais pu atteindre le possible. Jamais, jamais. Si dans le monde, on ne s'était pas toujours et sans cesse attaqué à l'impossible. Et je demande ici vraiment à toutes les femmes de handball, à tous les hommes du handball, attaquons-nous. Oui, à l'impossible. À nous de le faire, à nous de jouer l'égalité, à nous de faire en sorte que les hommes et les femmes que nous sommes soyons plus à égalité. À nous de faire en sorte que plus de femmes puissent devenir dirigeantes, arbitres, techniciennes. Vous savez, messieurs, quand vous êtes une femme et que, je ne sais pas si elle est là, vous êtes là, je n'arrive pas à vous voir, mais Karine Bertrand, elle est là? Non, elle n'est pas là. Elle aurait pu témoigner, puisque ça a été la seule femme à passer ces 2 dernières années le DES dans le handball. Elle aurait pu venir témoigner de ce que ça fait de se retrouver seule parmi que des garçons. C'est pas évident. Et on a donc aussi besoin de votre aide, messieurs. Ce que je suis en train de vous dire, et le plan de féminisation répond à ça, c'est pas un combat des femmes contre les hommes. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. On n'est pas là-dedans. Mais vous avez une part de responsabilité comme on a une part... Armand, tu disais dans ton introduction que oui, quand on prend des responsabilités, il faut les prendre à bras-le-corps, il faut les assumer, et que c'est du temps. Bien sûr, tu as raison. Mais de l'autre côté, vous aussi, vous devez nous tendre la main. Vous aussi, vous devez nous aider. Vous savez, j'ai été, comme beaucoup de femmes ici, je le sais parce que beaucoup m'ont parlé, quand vous êtes prise dans une situation qui est humiliante, sexiste, ça m'est arrivé des centaines, et ça m'arrivera encore, comme ça nous arrive tout le temps.
Dans toutes les milliers de fois où j'étais dans de telles situations, une seule fois, vous m'entendez, une seule fois, un homme est intervenu. Une seule fois. Et je vais dire qui c'est publiquement parce que je l'ai remercié publiquement, ce monsieur. C'est le ministre, l'ancien ministre des Sports, Patrick Kanner. Il ne connaissait rien au sport. Il n'en avait rien à foutre du sport. Mais en revanche, je peux vous dire que ça, c'est un homme. C'était pendant les championnats du monde masculin, 2017. On était à Lille. Je le vois dans le VIP. Je vais pour le saluer. Il était en train de discuter avec un monsieur élu dans la région lilloise. Il me dit « Ah, Béatrice, comment allez-vous » Il me fait la bise. Et il me présente au monsieur. Le monsieur ne tourne pas la tête, ne me regarde pas. Je n'existais pas pour lui. Et là, le ministre me regarde et me dit « Il n'en a rien à faire de vous ». Ben, je fais « Oui, monsieur le ministre. Si j'ai écrit un livre sur le sexisme, ce n'est pas pour rien, mais c'est pas grave. » Non, 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 non. Si, c'est grave. Et là, il se retourne vers le monsieur et puis il lui fait « Vous en avez rien à foutre de qui c'est? Je suis en train de vous parler, mais vous en foutez. » Comme ça, il lui parle. Moi, j'étais gênée. D'obliger un ministre de parler comme ça à quelqu'un, j'étais un peu gênée. Alors que ce n'est pas moi qui aurais dû être gênée, bien évidemment. Je l'ai remercié après. C'est la seule fois où un homme est intervenu en ma faveur. Et vous savez ça? Qu'est-ce que ça fait du bien? De se dire, je ne suis pas parano. J'ai l'impression que ça existait, mais c'est vrai. Et heureusement, il l'a vu. Eh bien, voyez, messieurs, ça, si vous pouvez le faire à chaque fois que vous êtes témoin d'une telle situation, rien que ça déjà, vous ne pouvez même pas vous imaginer quel bien ça nous fait, nous les femmes. Alors pour ce plan de féminisation, justement, et je vais en terminer par là, là il n'y a plus beaucoup de diapos, ne vous inquiétez pas, j'en viens à la fin. Oui, vous avez entièrement raison, ça sont des choses qu'il faut changer. Quand vous êtes formé en tant qu'entraîneur, vous devez travailler à la fois sur des équipes masculines et féminines, en effet. Mais pour répondre à ce qu'il y a derrière votre question, à savoir le fait qu'il y a une psychologie différente, et donc il devrait y avoir un mode de management différent selon qu'on manage des femmes ou des hommes, c'est la question que j'attendais. Merci de l'avoir posée. Il ne devrait pas y avoir de différence. Vous voyez, quand je donne des cours de management à mes étudiants, je leur pose la question, est-ce que vous pensez qu'on doit manager des hommes et des femmes différemment? Et c'est marrant parce que les générations de maintenant vous disent non. Ils ont tout à fait raison. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'instit, qui lui fait différemment avec des filles et des garçons. À tort. À tort parce que généralement, quand on manage des filles, on a tendance à considérer qu'il faut être plus dans la psychologie. Souvent, j'entends les entraîneurs qui disent qu'il faut leur expliquer, elles ont besoin de comprendre, elles ont besoin de savoir. Mais les hommes aussi ont besoin de savoir et de comprendre. Les experts, ils ont été champions du monde combien de fois? Pour quelles raisons? C'est bien parce que Claude Onesta leur a donné à un moment donné les clés de la compréhension et de l'explication, et qu'eux aussi, ils ont eu besoin de comprendre ce pourquoi ils devaient faire les choses. Donc là, on est dans le préjugé. Hein. On est dans les préjugés que beaucoup de personnes ont, à savoir qu'on doit manager des hommes et des femmes différemment. Moi, heureusement, j'ai eu un entraîneur qui ne croyait pas à ces préjugés et qui nous a entraînés comme s'il avait entraîné des garçons. Autrement dit, quand on tombait, parce que c'était pivot, je me faisais un peu mal, etc. Allez, enlève-toi, c'est bon, bouge. Il a eu raison. Il n'a pas, t'as mal, tu t'es fait mal, attends, qu'est-ce que c'est? Non, mais aussi bien pour un garçon que pour une fille, on doit agir de la même façon. Si on voit que la blessure peut être importante, on fera autant de cas si c'est un garçon qu'une fille. Il ne devrait pas y avoir de différence. Le fait de mal parler, il ne devrait pas y avoir de différence selon qu'on est une fille ou un garçon. On ne peut pas plus se permettre de choses de manière autoritaire chez un garçon que chez une fille. Hein? Donc j'aurais tendance à dire non, parce que sinon vous reproduisez les stéréotypes de genre. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi on n'a pas réussi, nous, chez les filles, à passer le cap. À votre avis, posez la question si un jour vous en avez l'occasion à Olivier Crombols, qui a été entraîneur il y a quelques années, avec lesquels il a eu des résultats, qui a arrêté un moment, parce qu'il a été, vous le savez, écarté de sa fonction. On l'a rappelé, et là, comme par hasard, il a des résultats. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Exactement. Il a réfléchi. Et il a constaté que le mode de management qu'il avait auparavant, celui que je vous décrivais avant, n'était pas le bon. Et que les filles étaient capables également de penser par elles-mêmes. Et qu'il fallait donc passer un peu comme chez les experts. Des filles qui s'approprient leur projet, qui pensent leur projet d'un point de vue sportif et ailleurs, pour qu'elles deviennent plus professionnelles. Alors pour faire ce passage de l'un à l'autre, il a été obligé quand même de faire appel à un préparateur mental. Parce que les filles ne sont pas éduquées ainsi. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet,
il y a un travail de préparation malgré tout. On n'y va pas de but en blanc comme ça. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais voilà, il faut dire des choses comme par exemple, bon, peut-être qu'à la maison, on ne vous parle pas ainsi, mais là, vous êtes dans le sport. Et dans le sport, bah, si on veut progresser, à un moment donné, il faut dire les choses. Et il ne faut pas tourner autour. Vous voyez? Après, il y a des petites précautions à prendre, en effet, mais petites. Sinon, c'est la même chose. On manage un homme et une femme de la même façon. Je dis souvent à mes étudiants, on ne manage pas un homme et une femme, on manage des êtres humains. C'est tout, des êtres humains. Et vous le savez, mais le management, c'est d'abord de l'humain. Et l'humain, qu'il soit homme ou femme, c'est de l'humain. C'est de l'humain. Donc, il ne faut pas agir différemment. Mais simplement, je crois qu'effectivement, un mode de management participatif et plus impliquant est la clé de la réussite, en effet. Très certainement. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors voilà, en 2-3 diapos, le plan de féminisation du handball. Donc nous, on n'a pas voulu du tout imposer. Je vous explique. Là, ce que je vais vous dire, je ne l'ai jamais dit. À aucun journaliste, à rien. Là, on est entre nous, je vais vous le dire. Je savais dès le départ, quand le président Joël Desplanques m'a appelé avec Sylvie Pascal Lagarrigue pour mettre en place ce plan de féminisation, je savais dès le départ, qu'il ne fallait pas imposer d'en haut quelque chose vers le bas. Que pour féminiser une institution et une organisation aussi importante et grande que la Fédération française de handball, il fallait d'abord créer une dynamique, un état d'esprit. Et aujourd'hui, je le dis pourquoi? Parce que 4 ans après, nous l'avons créée, cette dynamique, elle est là. Les gens, pour la plupart dans les territoires, se sont appropriés. On l'a vu dans les pactes de développement, mais je le vois aussi quand on se déplace au travers de toute la France. Vous vous en êtes emparés. On a créé une dynamique. Et pour créer cette dynamique, alors aujourd'hui, nos priorités, bien sûr, elles visent l'euro. À accroître. Notre priorité, vous savez ce qu'ils ont mis tous dans les fédés? Leur priorité dans les fédés, c'était qu'il n'y ait plus de licenciés. Nous, non. On s'en fout. On s'en fout pas. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on a créé, il est là, du baby hand et du hand fit. Parce qu'on sait que ça, ce sont des activités qui vont attirer les femmes, qui sont plutôt intéressées, les nouvelles générations, par du sport bien-être et pas par du sport de compète. Après, c'est de les faire passer de l'un à l'autre, bien sûr, la clé. Mais ces femmes-là que vous allez attirer par le baby hand ou le hand fit, vous pouvez les retrouver soit comme dirigeantes, soit comme futures handballeuses, qui sait. Donc nous, ça n'a pas été du tout les licenciés. Nous, notre priorité, ça a été d'abord les dirigeantes. On y est arrivé, vous allez voir pour quelles raisons. Maintenant, notre objectif, c'est l'arbitrage et les entraîneurs. Il faut qu'au handball, il y ait plus de femmes arbitres et plus de femmes entraîneurs. Pour ça, il faut sensibiliser les territoires, les accompagner, consolider bien évidemment la pratique également et concevoir également des outils adaptés. Par exemple, je vais vous poser une question. Qui a vu ici le clip vidéo de la Fédération française de handball qui met en scène des femmes qui veulent et qui souhaitent devenir entraîneurs, dirigeantes, arbitres? Qui l'a vu, s'il vous plaît? 2 personnes? 3 personnes? Ouais, mais vous trichez, vous êtes avec moi tout le temps. 3 personnes. C'est un truc qu'on a fait il y a 2 ans, qu'on a envoyé à tous les territoires, que vous devriez tous avoir vu, que vous devriez tous avoir montré à vos équipes féminines et masculines, pour sensibiliser justement à cette question. Et il y a 3 personnes dans cette assemblée qui l'ont vu. C'est compliqué de faire avancer les choses. Ben ouais, parce qu'elles n'arrivent pas au bout. Vous comprenez pourquoi c'est pas si important d'essayer de vouloir faire des choses d'en haut? Ce qu'il faut, c'est convaincre d'abord les gens d'en bas qu'il faut le faire et qu'il faut aller vers ça. Ce clip vidéo, je l'ai, je vais vous montrer après. Vite fait, il dure 32 minutes. Voilà les chiffres pour nous. Donc aujourd'hui, nous avons, ça c'est les objectifs qu'on s'était donnés au départ. 40% de dirigeantes, ligue, comité, 40% de licenciés, filles. On s'était donné 30% pour les arbitres et 30% pour les techniciennes. On s'était donné ces objectifs-là pour cette saison de 2017. On ne les a pas atteints, donc on se les donne pour la saison suivante. On les a atteints uniquement pour les dirigeantes, puisqu'aujourd'hui, au handball, nous avons, donc là on est au top de toutes les fédés. Nous avons actuellement 43% de femmes dirigeantes au sein des CA, des comités et des ligues.
et 50%, 51% de femmes au conseil d'administration de la Fédération française de handball. C'est une première dans notre histoire. Comment on a fait pour y arriver? On l'a imposé. La loi du 4 août 2014 impose à toutes les fédérations qui ont plus de 25% de licenciés ES, ce qui est notre cas, d'avoir 40% de femmes au moins au CA fédéral. Et bien nous l'avons imposé au CA régional et départemental. La loi ne nous obligeait pas. Nous sommes la seule fédération à l'avoir fait. La seule fédération, vous m'entendez, à l'avoir fait. Alors les présidents, au départ, ils râlaient. Ouais, il faut trouver des femmes, on va faire comment pour en trouver? Tout le monde a fini par en trouver. Certaines femmes sont moins actives que d'autres, mais c'est normal. Il faut le temps qu'elles se raccrochent au wagon, qu'elles comprennent comment les choses fonctionnent. Et pour ça, il faut 1 an, il faut 2 ans. Ne vous inquiétez pas, elles vont commencer à prendre leurs responsabilités là maintenant, à bras le corps. Donc c'est là aussi qu'on vous demande à vous, messieurs, d'être patients, de nous aider à apprendre, comme le font actuellement les hommes. Moi, je peux témoigner, ça fait 4 ans que je suis à la fédération. Mais les gens du bureau directeur de la fédération et le président en premier, mais ils nous aident, ils m'expliquent. Quand j'ai besoin de savoir quelque chose, je sais que je peux l'appeler à n'importe quel moment. Comment ça se passe, qui fait quoi. Mais ils vont aussi vers nous, ils n'attendent pas qu'on aille vers eux. Et ça change la vie. Je vous assure que ça change la vie pour eux et pour nous, du coup aussi. Donc là où nous ne sommes pas très bons, vous voyez les arbitres, nous avions 27%, nous avons aujourd'hui 27% de femmes arbitres et 21% des techniciennes actives sur l'ensemble des techniciens et 33% de licenciés. On espère atteindre les 35, voire les 40% après l'Euro 2018, surtout si elles sont championnes d'Europe. On croise les doigts. En tout cas, elles sont déterminées à être championnes d'Europe. Nos priorités donc sont les suivantes. Accroître la formation réussir au féminin, que vous pourrez suivre. Je sais qu'ici, vous allez en mettre une en place, mais je vais la mettre ici. Il y a des colloques, il y a la fameuse vidéo. Tout ça, c'est des choses que nous faisons au niveau national. La formation réussir au féminin, c'est pour les femmes dirigeantes ou les femmes techniciennes. Alors aujourd'hui, on en a fait 3 sessions. Il y en a une 4e à la rentrée au niveau national. Vous pouvez le faire au niveau territorial. Je sais qu'ici, il y a quelque chose qui va se mettre en place au niveau de la région PACA. Sur à peu près la trentaine de femmes qui ont été formées jusqu'à présent, vous le voyez ici, 55% d'entre elles se sont présentées aux dernières élections fédérales. Donc ça prouve que c'est utile. Plus de la moitié d'entre elles qui ont suivi cette formation ont été ensuite s'engager vers un poste de dirigeante. C'est des formations en 2 jours ou en 1 journée qui sont des formations de plus de développement personnel. On n'y apprend pas ce que c'est une association, je ne sais pas quoi, non, non, non. À tel point qu'aujourd'hui, les retours sont tellement bons, à tel point qu'il y a certains hommes qui nous demandent « Et pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de le faire ?» Ben, on va le développer très certainement dans les années qui viennent avec notre Institut de formation fédérale. Donc, je pense qu'on proposera cette formation, non plus réussir au féminin, on l'appellera autrement bien évidemment, mais cette formation de développement personnel parce qu'elle est très utile pour ceux et celles qui la suivent. Et il doit y avoir ici, tu l'as suivi Michel, hein, qui a suivi la formation et elle pourrait témoigner. Voilà, je n'étais pas très longue sur le plan de finalisation. Donc l'Euro, nous, ce qu'on attend de l'Euro, c'est un focus bien évidemment sur les handballeuses, mais pas seulement sur les praticiennes, pas seulement sur les joueuses, mais aussi sur les dirigeantes. Vous l'avez compris sur les femmes arbitres et vous l'avez compris surtout sur les femmes entraîneurs. Vous savez combien il y a de femmes entraîneurs au plus haut niveau? LFH, LNH? Combien? 2? Les autres, vous savez? Attendez, je regarde de l'autre côté. Je vous demanderai après. Non, ils ne savent pas. Personne s'y intéresse, on s'en fout. Alors qui? Raphaël Tervel, quand même. Et Sandrine Mario, anciennement Mario de l'ERS, son nom de... C'est ça, tout à fait. Coach adjoint de Raphaël. Et il y en a une 3e. Ah, une nouvelle. Karine Bertrand, au GC Nice, qui vient d'arriver cette année. Et il y a Florence Sauval qu'on oublie également. Tout à fait. Ça en fait 4. Ah, on n'est pas loin d'être le premier sport à avoir autant de femmes entraîneurs. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et je finirai juste par un mot. Sincèrement, on compte sur vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on compte sur vous pour faire en sorte que dans le handball, l'égalité ne soit pas simplement un vain mot, mais une réalité qu'on souhaiterait vivre à vos côtés, messieurs. Merci pour votre attention, bonne école méditerranéenne et merci pour votre accueil. Et s'il y a des questions, je suis à votre disposition.